c'est par exemple l'île de Lampedusa. Eh bien, dans ces îles méditerranéennes, on avait autrefois pratiquement partout un couvert arboré. Très tôt, les Grecs ont coupé leurs forêts et ça a désertifié entre guillemets les îles grecques. Mais Lampedusa est resté assez longtemps boisé jusqu'au milieu ou vers la fin du 19e siècle. Qu'est-ce que ça signifie une île boisée? C'est-à-dire une île couverte de forêt avec suffisamment d'eau, avec suffisamment de flore pour que ça fonctionne, avec des sources et des rivières. Et à partir de ce milieu, cette fin du 19e siècle, on a considéré comme étant une œuvre de civilisation de couper cette forêt et de remplacer cette forêt par des cultures. Et c'est des îles qui sont pratiquement devenues très arides et qui n'ont plus les précipitations qu'elles avaient avant. Quand j'étais gosse, on allait du côté de Narbonne avec mes oncles et tantes et je voyais un panneau qui m'a toujours, j'avais 12-13 ans, je ne me souviens pas, les forêts précèdent les hommes, les déserts leur succèdent. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Hein. Sous nos latitudes, on est en train de créer des déserts. Certains seront bio, d'autres ne seront pas bio, enfin, etc. Mais créer des déserts. Hein, et la définition d'un désert, c'est un pays sans arbres et sans eau. L'homme qui plantait des arbres, avant de rencontrer Ernst, je trouvais ça un beau conte. Et puis en plus, on m'avait dit, au début, je pense que c'était une histoire vraie. Après, bon, c'est un roman. Et en fait, c'est une histoire qui a été complètement inventée. Il y a eu peut-être quelques faits réels derrière pour inspirer cette nouvelle à Giono. Mais oui, bon, c'est de la science-fiction, quoi. Hein, voilà. Mais j'y croyais pas. J'y croyais pas. Et puis Ernst, il me dit, mais non, il faut y croire. Et puis il me dit, mais tu l'as vu partout où tu es passé. Tu l'as vu dans des tas d'endroits sur la planète. Ouais, c'est tropical, c'est pas comme chez nous, quoi. Hein. Beaucoup d'humidité dans l'air. Hein. Toujours sud d'Algérie, là, dans les oasis. Il y a un gars qui a... En science, quelquefois, on tombe sur des choses... des choses compliquées hein, et qu'on n'aime pas, des calculs qui paraissent faux. Hein. Et donc, lui, il a mesuré donc, la biomasse d'une palmeraie et puis donc, la quantité d'eau qui arrive sur cette palmeraie, donc par la pluie, et puis aussi par l'oasis, hein, qui est l'eau qui ressort. Et il dit, donc là, il y a un truc qui ne marche pas. On a besoin de 2 fois plus d'eau pour faire de la biomasse, contre l'évaporation, tout ça, la quantité d'eau qu'il faut pour faire certaines quantités de biomasse. Et on a besoin de 2 fois plus d'eau que ce qu'il y a. Alors, de grandes théories, il y a des plantes avec des racines hyper profondes qui peuvent faire remonter l'eau, ainsi de suite. On n'a regardé que l'eau d'évaporation, ces trucs ont été même invalidés par la suite, parce que il devait y avoir une erreur, ce n'est pas possible de faire ça, donc il fallait qu'il y ait de l'eau qui vienne d'ailleurs. Hein. Mais aujourd'hui, on se rend compte que finalement, l'eau, effectivement, elle vient d'ailleurs, mais elle vient dans un mécanisme qui ne passe pas par les pluviomètres. Regarde, quand tu es dans les vignes à Montpellier, elles sont toutes crevardes, et puis juste au-dessus, à côté, sur la plaque calcaire, tu as une forêt qui pousse. Je dis, ah, putain, mais je dis, regarde, toi, tu me dis que chaque chêne évapotranspire 100 litres par jour. Moi, si je ramène la densité, je ramène à l'hectare, je ramène au nombre de jours d'évapotranspiration, ça fait plus de consommation que l'eau de pluie. Je dis, tu as raison, il faudrait qu'on regarde ça quand même. Pourquoi les arbres évapotranspirent théoriquement plus d'eau que l'eau de pluie qui tombe effectivement dans le pluviomètre? Et ça a été une grande révélation parce que l'équipe de Montpellier à laquelle on s'est adressé à l'époque du La Beauté en Touche ne nous a jamais vraiment répondu en réalité. Il y a eu la guerre au Darfour. Bien sûr, la guerre. Donc, les gens ont mangé, enfin, se sont entretués déjà. Et puis, les survivants ont mangé tous les animaux qu'il y avait en restant cachés là où ils pouvaient. Hein, et donc, plus d'élevage, plus de surpâturage. Des secteurs où il y avait du surpâturage. La végétation a repoussé et en quelques
quelques années, en 12-15 ans, le Darfour est redevenu vert. Il y a 3-4 ans, là, c'était la première fois qu'une femme était présidente d'un État africain. Hein. Le premier truc qu'elle fait dans son pays, la première action qu'elle incarne, une femme, hein, le premier truc qu'elle incarne, elle dit, regardez ce qui s'est passé là-bas, hein, il y a des arbres, ça redevient vert, on peut revivre là-dedans. Alors que tout l'Éthiopie, il y a des conflits, il y a les guerres, et puis le surpâturage, et puis donc, comme les gens, ça va mal, donc ils vont couper les arbres comme on a à Madagascar, comme on a en Haïti, il y a les gens utilisent des ressources naturelles sans intelligence, mais par survie, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et non, allez, on va planter des arbres. Ils ont planté des millions d'arbres pour retransformer des zones qui s'étaient désertifiées en zones vertes et refaire couler des sources. Dans des zones sahéliennes, donc les zones qui sont à la limite entre les zones tropicales et les déserts. Quoi. Dans les zones où c'est le plus compliqué à faire, où il pleut que 200 mm d'eau. Alors, comment ça se passe? Pour moi, c'était là le truc. Un Russe extraordinaire, c'est tellement gros son truc que bien sûr, ces publications ont beaucoup de mal à être publiées et validées. Hein, comprises surtout. Mais dedans, donc, bien sûr, la science a besoin de son temps de réfutation, mais il explique des principes. Voilà. Et si on se borne à prendre les principes de son étude, hein, dedans, on comprend des trucs. Les arbres attirent l'eau. Alors là, on voit qu'ils font tomber l'eau, mais lui, ce qu'il explique, c'est que chaque fois que de la vapeur d'eau se condense, ça assèche l'atmosphère, ça ôte de la matière dans l'atmosphère. Et quand la condensation se fait sur une feuille d'arbre, hein, l'air qui était tout près de la feuille d'arbre se retrouve asséché avec moins de matière gazeuse. Donc ça fait une dépression, une toute petite dépression. Et dépression, dans les milieux ouverts, eh ben, ça fait un petit courant d'air qui va compenser cette dépression et attirer près de l'arbre de l'air, de nouveau changé en humidité. Si la feuille de l'arbre est plus froide que l'atmosphère, c'est comme ce qui se passe quand il fait froid et que la condensation se met sur la fenêtre de ma chambre. Hein. Et ben, pareil, donc ça va. La partie la plus froide va créer un petit courant d'air qui va condenser l'humidité et continuer d'attirer de l'eau. Condenser, ces condensations, en fait, créent des dépressions qui, à l'échelle d'une feuille, fait un tout petit courant d'air, à l'échelle d'un arbre, un grand courant d'air. Et ce que ce Russe explique, c'est qu'à l'échelle d'une forêt, à l'échelle d'un continent forestier, créer des vents, ces rivières aériennes, et donc on connaît celle de l'Amazonie qui était très très étudiée, et lui en fait il a surtout étudié cette grande rivière qui réunit l'Europe à l'est de la Sibérie, hein, par toutes ces forêts boréales, cet immense courant d'air qui apparaît là et qui attire les masses humides jusque près des arbres. Il va dire que ça va faire jusqu'à faire des grands vents de la planète. Bon, mais sans faire des grands vents de la planète, qu'est-ce qu'on peut prendre de cette narration-là, qui est encore discutée, hein, par le monde scientifique? Qu'est-ce qu'on peut essayer d'en prendre dans la compréhension de nos trognes, de nos écosystèmes, de nos arbres, et de ce qui se passe chez Mohamed Ali Friki dans le sud marocain? Qu'est-ce qu'on peut prendre là-dedans sur cette histoire de condensation? Pourquoi est-ce que l'eau va se déposer sur les feuilles? Pourquoi la condensation se fait sur les feuilles? Bien, simplement parce que les feuilles transpirent. Et quand ça transpire, ça refroidit. Et donc la transpiration, les plantes en transpirant refroidissent. Ce refroidissement, les plantes, quand elles font de la photosynthèse, quand il fait jour, la photosynthèse est aussi un processus qui refroidit. Hein.
Dans le métabolisme, on sait surtout que ça fait pas longtemps que j'ai compris ça. Je pensais que le métabolisme, ça fait du chaud. Hein. Moi, je brûle du sucre, et bien donc ce sucre, ben, ça fait que ça maintient mon corps à une température de 37 degrés. Et puis que dès que je fais un peu de sport, je transpire. Et donc, j'essaie de me ventiler parce que le métabolisme chauffe. Hein. C'est une expérience qu'on a quand on est un animal. Quand on est un végétal, le végétal fait l'exact contraire de la respiration, hein, et donc de brûler du sucre. Il fait des sucres, il produit des sucres. Et donc, au lieu d'avoir une réaction qui dégage de la chaleur, ça absorbe de la chaleur. La photosynthèse est un processus endothermique qui fait du froid, qui refroidit de 10 degrés. La transpiration refroidit encore plus, quelquefois de 5 degrés. Et donc, ces deux mécanismes, transpiration plus photosynthèse, vont faire que dans les parties les plus fraîches de la végétation, les feuilles, quelquefois les feuilles du lierre qui sont sous mon arbre, ces feuilles qui sont à l'ombre, qui pourtant arrivent à faire un peu de photosynthèse, les plantes des sous-bois, un lierre peut faire de la photosynthèse avec simplement l'énergie une quantité de lumière équivalent à la pleine lune. Hein. C'est-à-dire, avec 2% de la lumière qui traverse sa forêt, le lierre fait sa photosynthèse, peut refroidir avec très peu de lumière. Hein, donc. Et donc, ce lierre, il va froid, particulièrement froid, il transpire, il fait sa photosynthèse, il est à l'ombre, il est sombre, il est très froid. Et donc, la condensation va se faire sur le lierre. Donc, c'est mon arbre, le lierre. Et alors, l'air chaud de l'extérieur va être attiré parce que ça va se déshydrater, ça crée une dépression sous l'arbre. La transpiration de toutes mes feuilles, les stomates des feuilles sont en dessous. Donc, ça oriente un flux vers le bas pour que l'humidité, l'air froid qui sort, l'air froid humide, c'est plus froid, c'est plus lourd, c'est plus dense. Ça arrive vers le bas, vers le sous-bois, vers les feuilles sombres. Ça se dépose là-dedans, ça se condense. Alors, ça se condense, et les feuilles absorbent de l'eau. Hein. On connaît par cœur, on met des engrais foliaires. Hein. Alors, certains nous disent, oui, ben, les feuilles, ça absorbe rien. C'est lié au fait que ça tombe par terre, mais quand on le fait, on se rend compte quand même que la plante, si je mets mon engrais foliaire sur la feuille submergente, ça ne va être pas la même chose. L'eau rentre dans le lierre. C'est ça qu'il faut retenir. L'eau rentre dans le lierre. Dans une nuit où il fait, après des canicules, vous avez connu des grosses canicules, la photosynthèse s'arrête dans la journée, il fait trop chaud. Hein, la plante, donc elle ne veut pas perdre trop d'eau, les stomates se referment, la plante arrête son métabolisme. Dès que la soirée arrive, hein, donc 2 heures avant le coucher du soleil, la photosynthèse reprend. Hein, et donc, ça se refroidit, hein, ça retranspire un petit peu, mais cette transpiration, il fait 40 degrés dehors en fin de journée, comme une grosse canicule. Mais dans mon lierre, il fait il fait quelquefois 20 degrés, 25 degrés. À 40 degrés, avec 50% d'humidité dans l'air, il suffit qu'il y ait 28 degrés dans mon lierre pour que le point de rosée soit atteint et que la condensation puisse s'effectuer sur le lierre. Et donc, tout l'air chaud de la transpiration de la fin de journée, tout ça, va être absorbé d'une façon complètement efficace et importante. Et donc, on a fait des mesures ici. Donc, la station expérimentale sur laquelle nous bossons aujourd'hui, ça fait partie des mesures que nous voulons continuer à faire en routine pour mieux comprendre ce phénomène-là. Donc, donc 2019, la deuxième canicule de 2019, celle qui s'était faite au mois de septembre, en atmosphère très sèche. Hein. La première, c'était chaud et humide, on comprend qu'il y a eu beaucoup de condensation. La deuxième, c'était chaud et sec. Hein, chaud et sec. Mais le soir, c'était quand même chaud et humide. Et donc, on a mesuré que dans ces lieux où il y avait ces points de condensation, on pouvait capter jusqu'entre 2 et 4 mm d'eau dans les 5 premières heures qui sont autour, dans les 5 heures qui sont autour du coucher du soleil. Alors, mais d'où ça vient? Parce qu'en fait, il n'y a que quelques milligrammes d'eau dans l'air. Hein. Mais ce courant d'air, hein, et donc on s'amusait à mesurer ça avec des tout petits anémomètres, hein, on avait des vents, des courants d'air de l'ordre de 10 km/h. Quand vous avez 1 mètre cube d'air qui arrive sous votre arbre,
à 10 km/h. 10 km/h, donc ça fait, pour 1 km, ça fait 1000 mètres cubes. À 10 km/h, ça fait 10 000 mètres cubes. Pendant 5 heures, 50 000 mètres cubes qui vont se déshydrater de quelques milligrammes d'eau dedans. Et bien, ça vous fait entre 2 et 4 millimètres d'eau, 2 à 4 litres d'eau par mètre carré dans ces endroits-là. Sur la durée de la canicule, qui a duré 10 jours, on a mesuré en moyenne, sur les 10 jours, 30 millimètres d'eau. Ces endroits où il y avait de la condensation, c'est comme s'il y avait eu un énorme orage, alors que partout ailleurs, les arbres avaient perdu leurs feuilles tellement qu'il faisait chaud. Là, il y avait eu ça. Alors, bien sûr, c'était chaud, ce n'était pas du tout optimisé pour fonctionner, pour bien fonctionner. C'était sur des espaces excessivement réduits. Et puis après, je suis tombé sur les photos satellitaires. Alors, on essaie de s'inspirer aussi de tout ce qui se passe en agriculture de précision. Et donc, on a accès à des banques de photos satellitaires, et dont un satellite Sentinelle-2 qui mesure le taux des tas de choses, dont l'humidité, l'humectation, la quantité d'eau capable de mesurer, d'évaluer la réserve utile des sols en temps réel. Et donc là, en fait, donc normalement, sur les cartes, elles sont de vert plus ou moins clair, c'est très sec, et vert foncé. Et puis quand il y a de l'humidité, de la condensation, ça fait des points bleus sur les cartes. Et notre petite zone, elle était apparue en bleu au moment où. Donc c'était même visible de l'espace. C'est-à-dire que ce n'est pas des petits phénomènes de rien du tout. On peut les observer des satellites, vous vous rendez compte? Et ça, multiplié par plein d'arbres, par plein de machins, si on avait justement des points de condensation comme ça dans nos plantations, dans nos arbres, dans nos haies, si elles étaient conçues pour, avec une sous-couche froide et au-dessus une sous-strate froide et au-dessus un arbre qui transpire, qui évapore, mais dont la sous-couche capte l'eau. Alors, mais qu'est-ce qu'il advient justement de cette eau? Le lierre, il est endomycorhizien. Alors, donc, ce qui fait que l'eau arrive dans le lierre, dans le réseau de sève élaboré du lierre, et jusqu'au niveau des racines. Alors, les endomycorhizes, en fait, ont une caractéristique un petit peu étonnante, c'est qu'elles maintiennent la pression osmotique des plantes. Ce qui leur permet justement, par ces histoires de pression osmotique, de faire remonter l'eau jusqu'en haut, en maintenant la salinité ou la concentration en sucre. Alors, comme l'eau se condense, la sève élaborée va se diluer. Et donc ça, c'est la plante, le champignon, qui maintient cette pression osmotique au niveau racinaire, il vient de la sève élaborée, et ben, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il sort l'eau. Il sort l'eau pour que la pression osmotique dans la plante reste correcte. Il sort l'eau, il sort l'eau, il sort l'eau, et donc elle va se retrouver dans le sol. Si on n'a qu'un réseau mycorhizien dans le sol, ben ça va rester autour de cette plante-là, et le lendemain matin, ça va être absorbé par la transpiration normale de l'arbre. Mais qu'est-ce qui se passe si j'ai un réseau d'hyperfidélité, un réseau de bois qui se décompose aussi dans le sol? Ce réseau du bois qui se décompose, qui transporte l'eau, qui lui va agir comme une éponge. Et bien en fait, ce réseau-là, du bois qui se décompose dans le sol, va répartir, propulser toute cette eau qui arrive là, jusqu'à 2,5 fois. Si la trame de ce bois qui se décompose est bien présente dans le sol, sinon ça ne marche pas, ça reste sur place. Si j'ai du bois qui se décompose, si j'ai des racines qui se décomposent dans le bois, si j'ai régulièrement taillé, coupé mes trognes et mes arbres, si je les utilise pour faire du sol, pour faire du bois qui se décompose, et bien cette eau se rediffuse jusqu'à 2,5 fois la hauteur des arbres. Et donc, si j'ai des arbres de 10 mètres de haut, ben ça peut aller jusqu'à 25 mètres. Et vous voyez, une bande tous les 25 mètres, donc une bande tous les 40, 50 mètres, avec des arbres qu'on trogne régulièrement, ça permet de répartir dans ce réseau de bois qui se décompose, ce réseau souterrain, de répartir l'eau sur toute la culture qui est à côté. Voilà. Donc, alors ce n'est pas des mesures, c'est des calculs, là, maintenant que je vais citer. Et ces calculs que l'on peut faire à partir des masses. Donc, c'est calcul qu'a fait, une fille qui a fait une thèse là-dessus, une russe aussi, une thèse merveilleuse qui a été publiée d'elle dans une revue, je crois que c'est dans Science, une revue assez prestigieuse. Et donc, cette fille, en fait, ce qu'elle s'est amusée à calculer
c'est de voir la quantité d'eau que ça peut représenter sur un cycle de production dans des zones, différentes zones de la planète. Hein. Et donc, un endroit où il pleut, on va dire 100 mm d'eau. Hein. Si les condensations se font correctement, il y a jusqu'à 50 mm d'eau qui peuvent être recondensées de cette eau, de ces 100 mm qui sont tombés. 50 mm, à peu près la moitié. Mais donc, c'est comme s'il y avait plus 50 mm de plus. Donc ça va se réévaporer. Et donc, il va y avoir 25 mm de plus qui pourront se condenser. Et ça va être réabsorbé. Et ça va faire donc 12 de plus. Et ça va être réabsorbé. Tac. Ce qui fait que pour 100 mm d'eau qui tombe, il y a près de 200, quand le système est bien optimisé, donc ça va jusqu'à 200 mm d'eau qui passe dans la plante. Et cette eau, elle n'apparaît jamais dans les pluviomètres, parce que c'est juste donc qui se condense sur les feuilles, qui est tout de suite absorbée par la pilosité et qui rentre dans le sol. Il faut mettre des capteurs dans le sol, il faut mettre des capteurs dans la plante, il faut mesurer l'hygrométrie de l'eau, de l'air. Enfin, c'est des calculs un peu sophistiqués. Si ça condense, l'orage qui va tomber, l'irrigation qu'on va mettre, là, les 30 mètres cubes là, qu'on va mettre pour arroser ma parcelle, les arbres, ils pompent tout et tout ça, ils condensent aussi. Et donc là, eux, ils vont récupérer la moitié de ce qui a été. Donc, au lieu d'arroser 30, c'est comme si j'avais arrosé 15. Et peut-être que il faudra qu'on mesure tout ça. 30 mètres cubes de condensation en plus, 60 mètres cubes. Donc, après mon premier arrosage, au lieu de faire un tour d'arrosage tous les 10 jours, peut-être qu'un tous les 20 jours. Alors qu'il y a des arbres qui sont censés consommer, toi. Non, ils produisent. Hein. Les trognes de Mohamed Ali Friki, avec 200 mm d'eau, avec l'herbe qui est en dessous, avec ces oasis multi-étagées, des palmiers qui font de l'ombre, ensuite des goyaviers, ensuite des légumes en dessous, plein d'étages de végétation les uns sur les autres, des endroits où ça se condense, donc nécessairement des endroits où ça se condense. Est-ce que toute une partie de la biomasse de ces palmeraies-là ne serait pas simplement due au fait qu'elles soient parfaitement optimisées, et de façon empirique d'ailleurs, pour capter la condensation et avoir ce truc que Globachenko a trouvé là, dans sa thèse, hein, en fait, une eau qui tombe peut se retrouver condensée presque intégralement, 2 fois plus. Voilà. Et dans un système bien optimisé, au bout d'un moment, le système il est gavé d'eau, il y en a trop, tu vois, il y en a trop. Et c'est peut-être ça qui fait couler les sources. Quand il y en a trop, il faut bien que ça dégueule quelque part. Et c'est peut-être ça qui fait couler les sources.